Il y a en Inde une organisation. Des scènes d'une extrême violence. Leur cible, des membres de la communauté musulmane. Gandhi, mort voici tout juste 20 ans. Une organisation qui a aujourd'hui une emprise sur l'école, la religion, l'économie et même le gouvernement du plus grand pays du monde. Voici comment, en 100 ans, le RSS a pris le contrôle de l'Inde. « 1920, Port Blair. Alors que l'Inde était encore une colonie anglaise, un indépendantiste indien est enfermé dans la prison de Kalapani. Son nom, Vinayak Savarkar. Et pendant qu'il croupit dans ces horribles prisons britanniques, Savarkar théorise son concept phare, l'Hindutva, qu'on pourrait traduire par hindouité. L'Hindutva, c'est en gros l'idée que l'Inde appartiendrait au peuple de race hindoue. Race hindoue que Vinayak définit comme englobant tous les peuples de confession hindoue, mais aussi bouddhistes, jains et sikhs, soit toutes les religions nées en Inde. En revanche, les Britanniques, les chrétiens et les musulmans n'appartiennent pas à la race hindoue et sont donc considérés comme des ennemis. En fait, l'Hindutva s'oppose à un autre mouvement, représenté par Gandhi et Nehru, le nationalisme indien, qui lui prône l'idée que l'Inde appartiendrait aux Indiens, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou hindous. Rapidement, l'Hindutva de Savarkar se répand en Inde et plusieurs intellectuels soutiennent le mouvement. Et un va nous intéresser plus particulièrement. Un docteur, du nom de Keshav Baliram Edgewar. L'homme a 36 ans. C'est un orphelin de Nagpur et il milite pour l'indépendance de l'Inde au sein du parti du Congrès, le parti du Mahatma Gandhi. Sauf qu'en fait, Edgewar n'apprécie pas vraiment Gandhi. Il le trouve trop pacifiste face à l'occupant, trop inclusif envers les musulmans. Il décide donc de quitter le parti du Congrès et, à la place, il fonde sa propre organisation. C'est ainsi que le 27 septembre 1925, le RSS, de son nom complet le Rashtriya Swayamsevak Sangh, l'Organisation nationale des volontaires, est créée. Le but, diffuser l'Hindutva, renforcer la communauté hindoue, au sens figuré comme au sens propre, et protéger les hindous des attaques de musulmans. Alors, comment ça se passe exactement? Eh bien, chaque matin et chaque soir, les membres du RSS se réunissent dans leur Sakha, la branche locale du RSS. Au programme, exercice physique, notamment le maniement du lati, un bâton à bouffer généralement utilisé par la police, récitation de prières et exposés culturels. Des exposés montrant une vision biaisée de l'histoire indienne, où les 700 ans de domination musulmane sont décrites comme humiliantes pour les hindous et mettant fin à un pseudo-âge d'or hindou. Le problème avec l'argumentaire du RSS, c'est qu'ils instrumentalisent et simplifient le millénaire de domination musulmane par une simple opposition entre hindous et musulmans. Alors oui, les premiers conquérants musulmans ont massacré en masse des populations hindoues, mais ces mêmes conquérants musulmans ont également massacré les populations musulmanes des royaumes islamiques rivaux. Et les souverains musulmans qui les ont succédés ont largement contribué à la grandeur de l'Inde. Ce sont par exemple eux qui bâtirent le Taj Mahal. Sauf que le RSS à cette époque, ça reste qu'une petite milice du Maharashtra de quelques milliers de membres. Tout va changer avec la venue du successeur d'Edgewar, MS Golwakar. C'est un fervent religieux hindou, un ascète, sorte de moine hindou. En 1931, il rejoint l'organisation et en quelques années, il gravit les échelons. Golwakar devient notamment Pracharak, soit chef d'une Sakha. Pour l'anecdote, les Pracharak avaient l'obligation de se dévouer à 100% au RSS. Interdiction pour eux d'avoir une famille ou un travail. Une fois au RSS, Golwakar se radicalise et trouve notamment l'inspiration dans un mouvement venu d'Europe, le fascisme. Voici d'ailleurs ce qu'il dit à propos des nazis. Pour préserver la pureté de la race et de sa culture, l'Allemagne a choqué le monde en purgeant le pays des races sémitiques, les juifs. L'Allemagne a montré à quel point il est pratiquement impossible que des races et des cultures ayant des différences profondes soient assimilées en un tout uni. Une bonne leçon à apprendre pour nous, les Hindoustans, et dont nous devrions tirer profit. Ouais, ça fait peur. Pour Golwakar, pas de Lebensraum, mais plutôt une nation hindoue, l'Hindoustan. Un territoire qui serait exclusivement réservé aux hindous et qui s'étendrait du Pakistan à la Birmanie, en englobant aussi le Népal, le Bhoutan et le Bangladesh. Et cet homme, aux théories et aux paroles franchement controversées, accède en 1940 à la tête du RSS. Son but, faire de celle-ci une puissante organisation pour fonder son futur Hindoustan. Alors, il l'agrandit considérablement. Cette dernière passe de 10 000 membres en 1940 à 500 000 membres en 1947. Pour augmenter son influence, Golwakar va aussi tirer profit de son profil atypique d'ascète. Plus qu'un simple chef, il devient presque le gourou, au sens religieux du terme, du RSS, et gagne en popularité. Son rêve de former une nation hindoue inspirée des régimes fascistes européens se rapproche de plus en plus. Mais un événement va tout changer. Un événement qui transformera à jamais le RSS, et de manière globale, l'Inde tout entière. L'Angleterre rend l'Inde à l'Inde. Elle se contente désormais d'une présence. Un nouveau chapitre dans l'histoire du monde britannique. Mais, la même année, il se passe un événement tragique. La partition de l'Inde en deux États. L'un majoritairement musulman, le Pakistan, et l'autre majoritairement hindou, l'Inde. Conséquence, de violentes émeutes éclatent partout en Inde, entre hindous et musulmans. Et le RSS n'y est pas pour rien. Golwakar a lui-même cherché à planifier et provoquer des violences communautaires à grande échelle.
En effet, un certain Rajeshwar Dayal, diplomate indien, aurait eu accès à des plans secrets du RSS. Des plans qui montrent, dans chaque ville, les quartiers musulmans et les routes pour y parvenir. Bon, si vous n'avez pas encore compris, ces plans permettaient de planifier des attaques massives à l'égard de la communauté musulmane. Pire, un policier ayant assisté à une réunion du RSS rapporte que ses membres devaient se préparer à une possible guérilla contre le parti du Congrès. Un homme en particulier est dans le viseur du RSS, Gandhi. Il l'accuse d'être à l'origine de la partition entre Inde et Pakistan et de soutenir la laïcité. Une laïcité qui irait donc à l'encontre de l'idée d'une nation hindoue. Et puis, le 30 janvier 1948... Gandhi est assassiné. Nathuram Godse. Voici l'homme responsable de l'assassinat de Gandhi, un ancien membre du RSS. Enfin, c'est ce qu'il affirme. Mais plusieurs journalistes tels que Dhiren Raja affirment, preuve à l'appui, que Nathuram Godse était encore un membre actif du RSS en 1948. Quoi qu'il en soit, le parti du Congrès, lui, n'est pas naïf et connaît les liens étroits entre Nathuram et le RSS. 3 jours après l'assassinat, la décision du gouvernement est sans appel. Le RSS est interdit. 20 000 membres de l'organisation sont arrêtés, dont leur gourou, Golwakar. L'organisation est alors sur le point de disparaître. Août 1948. Une enquête policière conclut qu'il n'y a pas de lien direct entre le RSS et l'assassinat de Gandhi. Golwakar est libéré, mais le RSS, lui, reste interdit. Alors, pour sauver sa milice, Golwakar multiplie les demandes de levée d'interdiction. Et finalement, après 1 an et demi de bataille judiciaire, le RSS est de nouveau autorisé. Mais sous certaines conditions. Il ne doit exercer aucune activité paramilitaire, il doit prêter allégeance à la constitution indienne, et enfin, ses membres sont interdits au parti du Congrès. Ce qui est particulièrement problématique, vu que ce parti était alors le seul grand et véritable parti politique en Inde. En 1949, être interdit au parti du Congrès revenait presque à être exclu de la scène politique indienne. Alors, Golwakar met en place une nouvelle stratégie. Une stratégie redoutable. Le RSS doit s'implanter partout, dans chaque niveau de la vie indienne, pour diffuser son idéologie. Et pour cela, il commence à créer des organisations affiliées au RSS, toutes regroupées sous l'appellation de Sangh Parivar. Parmi elles, je pourrais vous citer la BVP, Organisation pour les étudiants, le Bajrang Dal, une milice particulièrement violente, et surtout un parti politique, le Bharatiya Jana Sangh. Sauf que, comme dit précédemment, c'est bien le parti du Congrès qui domine la politique indienne, et le BJS, qui deviendra en 1980 le BJP, peine à accéder au pouvoir. Alors, d'année en année, les membres du RSS continuent leur travail d'infiltration méticuleuse de la société indienne. Dans les écoles, les syndicats, les tribunaux, la presse, la diffusion de l'idéologie est absolument massive, et le RSS compte désormais des millions de membres. Le but est de changer les mentalités, de radicaliser la société civile. Et ça va se révéler efficace une année, l'année 1992. Près de 150 000 membres du RSS et de ses organisations affiliées telles que le BJP se réunissent à Ayodhya. Tous ciblent cette mosquée, la mosquée de Babri. Pour eux, cette mosquée serait le symbole de la domination musulmane. Elle aurait été construite par un empereur moghol à l'emplacement d'un temple hindou dédié au dieu Ram. Rapidement, l'émeute dégénère. Les fanatiques hindous enjambent les barrières et viennent démolir la mosquée à coups de pioche. Seules quelques heures auront suffi pour que cette mosquée vieille de 500 ans soit réduite en poussière. Et à partir de cette date fatidique, les choses vont s'accélérer. 1 an plus tard, un attentat à Mumbai fait 257 morts. Les responsables, des terroristes islamistes. Car oui, les années 90, ce sont celles de l'émergence d'Al-Qaïda. Et face à cette nouvelle menace, la peur grandit chez les hindous. Nombreux sont ceux qui adhèrent à la pensée du RSS. Sans compter que les années 90 voient l'émergence d'une classe moyenne en Inde, une nouvelle classe sociale qui s'identifie mieux avec les principes du BJP. Et 3 ans plus tard, le BJP remporte les élections législatives. Atal Bihari Vajpayee est nommé Premier ministre. Mais bon, il ne parvient pas à former un gouvernement et seulement 13 jours après, il démissionne. Après ça, le gouvernement indien suit une période d'instabilité, un peu comme ce qui se passe en ce moment en France, pour déboucher le 3 octobre 1999 sur une nouvelle victoire du BJP. Vajpayee est de nouveau Premier ministre. Mais étrangement, pour le RSS, ce n'est pas une si grande victoire. Car d'un côté, Vajpayee est élu à la tête d'une coalition de partis et doit donc faire des concessions pour pouvoir gouverner. De l'autre, Vajpayee représente l'aile politique du BJP la plus modérée. Car oui, sur les 180 millions de membres de ce parti, il est bon de rappeler que tous ne sont pas aussi extrémistes que l'était Golwakar. Alors, face à ce gouvernement jugé trop modéré, le RSS se tourne vers une nouvelle figure politique. Le 7 octobre 2001, un certain Narendra Modi est élu à la tête de l'État du Gujarat. Lui, c'est un pur produit du RSS. Il a grandi dès l'âge de 8 ans au RSS, il a totalement baigné dans son idéologie et il était un ancien pracharak, chef d'une Saka.
Le mandat de Modi à la tête du Gujarat est marqué par un événement extrêmement violent. Des extrémistes hindous issus du RSS et du Bajrang Dal déferlent sur les quartiers musulmans de l'État et font plus de 1000 morts. C'est le plus grand massacre qu'ait connu l'Inde depuis la partition. Et Modi sera accusé d'avoir laissé faire les manifestants, et même de les avoir soutenus. Son nouveau surnom, le boucher du Gujarat. Mais malgré tout, cela ne l'empêche pas de gagner en popularité. Modi devient alors le favori du RSS et, ensemble, ils planifient leur victoire. Le RSS invente notamment une théorie complotiste, le Love Jihad. Pour faire court, des musulmans séduiraient de jeunes femmes hindoues pour ensuite les forcer à se convertir à l'islam et opérer une sorte de grand remplacement des hindous. C'est un peu farfelu, mais la théorie attise la peur dans la société indienne. Musulmans et hindous n'osent plus se fréquenter. La société indienne se fracture encore plus. 13 ans plus tard, le parti du Congrès est accusé de corruption. Aussitôt, Modi s'impose comme la seule solution viable pour le pays. Le voilà, Premier ministre. Shri Narendra Damodar Das Modi. Ça y est, 90 ans après sa fondation, le RSS conquiert le pouvoir. Aussitôt, Modi met en place une série de mesures visant à marginaliser la minorité musulmane. Le nombre de députés musulmans à la Lok Sabha, parlement indien, chute drastiquement, la semi-autonomie du Cachemire, seul état majoritairement musulman d'Inde, est révoquée, les réfugiés musulmans venant de ces trois pays ne peuvent plus obtenir la nationalité indienne, et près de 2 millions de citoyens de l'Assam, la plupart musulmans, sont privés de leur nationalité suite à un recensement. Quant au RSS et ses affiliés, ils ont désormais le champ libre et intensifient les émeutes intercommunautaires et exactions en tout genre. Alors oui, le gouvernement Modi a tout de même amélioré les conditions sociales et économiques de nombreux Indiens. Mais à quel prix? Nous en venons à aujourd'hui, 100 ans après sa création. Le RSS est plus que jamais puissant. Il compte près de 8 millions de membres. Et si on y ajoute les membres de toutes ces organisations affiliées, le BJP, le Bajrang Dal et j'en passe, alors il compte plusieurs centaines de millions de membres. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, eh bien, je vous dirais la chose suivante. Méfiez-vous de la peur. Méfiez-vous lorsque les politiciens, les médias cherchent à vous faire peur. La peur est le terreau de l'extrémisme. Qu'elle soit exploitée par des hindous radicaux ou des islamistes, elle est de nos jours l'une des armes les plus puissantes. En 100 ans, le RSS a bien réussi à prendre le contrôle du pays le plus peuplé sur Terre.